Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à cette nouvelle rencontre de la Bibliothèque Gulbenkian, ici à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, que nous remercions pour son généreux accueil. Ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Jorge Gomes pour la présentation de son livre « António Sardinha, 1887-1925 et la contre-révolution ibérique, le penseur et ses héritages », publié aux éditions Peter Lang, que nous saluons chaleureusement. Pour accompagner Jorge Gomes, le professeur Olivier Dard, qui a eu l'amabilité d'accepter l'invitation, un grand merci à tous les deux. La rencontre de ce soir est la dernière de cette année, ici à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, mais nous reviendrons l'année prochaine avec d'autres invités. Je profite également pour annoncer que l'année 2025 sera marquée par le 60e anniversaire de la Fondation Calouste Gulbenkian, délégation en France. Pour ceux qui ne connaissent pas encore notre fondation, nous vous invitons à voyager du Bosphore à l'Atlantique à la suite de Calouste Sarkis Gulbenkian, un homme d'affaires de légende doublé d'un philanthrope. Calouste Gulbenkian, d'origine arménienne, est né dans l'Empire ottoman en 1869, donc un contemporain d'António Sardinha, et est décédé en 1955 à Lisbonne, ville où il a passé les dernières années de sa vie, où la fondation qui porte son nom a été créée en 1956. De notre côté, la délégation française a été créée plus précisément le 3 mai 1965 et elle organise des conférences, des grands thèmes de la société contemporaine, notamment dans les domaines des arts, de la culture, des arts sociaux, de l'économie sociale, du monde des fondations et de la diffusion de la langue portugaise avec une mission très précise, la représentation culturelle du Portugal en France. Ces actions se concrétisent par le biais de coproduction d'expositions, un appel à projet annuel destiné aux institutions artistiques françaises et la mise à disposition d'une importante bibliothèque de langue portugaise pour tous avec un fonds documentaire d'environ 63 000 documents dédiés à l'art, à la littérature, aux études littéraires, aux sciences sociales du Portugal et des pays de langue officielle portugaise. La bibliothèque est située à la Maison du Portugal, au cœur de la Cité internationale universitaire. Nous vous invitons à tous à y aller, à la fréquenter et aussi à visiter la Fondation à Lisbonne, son musée et les magnifiques collections d'art de Calouste Gulbenkian. Je ne vais pas plus tarder car la parole appartient à nos deux invités qui vont nous parler d'António Sardinha, l'une des figures les plus singulières et les plus controversées dans le domaine de la droite portugaise du début du XXe siècle. Donc, avant une petite présentation, Jorge Gomes est maître de conférences en études lusophones à l'Université Sorbonne Nouvelle. Il a soutenu en 2019 à l'École pratique des hautes études une thèse de doctorat en histoire contemporaine intitulée António Sardinha, penseur transnational de la contre-révolution 1913-1925. Il a publié plusieurs travaux consacrés à António Sardinha et à l'histoire des droites portugaises au XXe siècle. Olivier Dard est professeur des universités en histoire contemporaine à Sorbonne Université. Il a notamment publié Charles Maurras, le nationaliste intégral, publié chez Duno, et avec Anne-Isabelle Sardinha des Vignes, célébré Salazar en France, 1930-1974, du philo-salazarisme au salazarisme français, chez Peter Lang en 2018, ouvrage traduit et publié au Portugal en 2019, chez Edições Setenta, sous le titre Salazar em França, Admiradores e Discípulos, 1930-1974. Après la présentation de l'ouvrage, un temps sera réservé aux questions du public et si vous souhaitez acquérir l'ouvrage, vous pouvez l'acheter auprès de l'auteur. Je vous souhaite une très belle rencontre et merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si oui, ça fonctionne. Merci Christine pour cette présentation. Je vais commencer par dire évidemment que je suis très content d'être ici pour présenter ce livre. Je vous remercie d'être présents, assez nombreux dans ce contexte de début de grève et on parlera d'une personne qui ne peut pas être là à cause de cette grève. C'est pour moi un moment assez émouvant et je ne vais pas m'allonger sur ça, mais c'est
pour moi, la publication de ce livre et cette présentation-là ce soir, c'est un peu la fin d'un cycle assez long, qui a été un cycle à la fois d'études, de master, de doctorat, de soutenance, d'après-soutenance, et en même temps, en parallèle, un parcours professionnel où j'ai rencontré la plupart des gens qui sont ici, à l'université Sorbonne Nouvelle, et donc les deux se sont croisés. Et c'est un peu effectivement la fin d'un cycle, puisque d'un côté, ce travail est plutôt achevé maintenant, et d'un point de vue professionnel, eh ben, j'ai pendant toutes ces années effectué tout un parcours qui était en parallèle à la production de ma thèse de doctorat et ensuite de la publication de cet ouvrage. Je vais essayer de ne pas parler trop longtemps pour qu'on puisse avancer vers la discussion avec Olivier Dard et aussi avec vous. Simplement, je profite de cette introduction pour remercier, je vais remercier plusieurs personnes. Tout d'abord, je remercie évidemment la Fondation Carlos Gulbenkian de nous accueillir ce soir. Je remercie tout particulièrement Christine Kost pour l'organisation de cet événement, mais aussi Isabelle Baruch. Pourquoi ? Parce que la Fondation Carlos Gulbenkian aussi est liée à ce parcours-là que je décrivais il y a quelques instants, puisque toutes les recherches, une grande partie des recherches que j'ai pu mener sur les sources secondaires pour rédiger ma thèse et pour ensuite publier ce livre, ont été effectuées en partie à la Fondation Gulbenkian, à la délégation en France de la Fondation Gulbenkian, et je souligne vraiment l'importance de cette fondation dans les études lusophones en France, et vraiment sans laquelle travailler sur des sujets d'histoire ou de littéraire en lien avec le monde lusophone serait beaucoup plus difficile si la Fondation n'existait pas, en tout du moins en région parisienne, mais je dirais même en France. Donc, je vous remercie chaleureusement pour ça, en tout cas pour l'aide que vous m'avez apportée à plusieurs reprises. On en a discuté quand on organisait l'événement, mais à de nombreuses reprises, non seulement j'ai consulté des ouvrages présents dans le fond de la bibliothèque, mais j'ai souvent aussi fait venir des ouvrages et voir des revues entières, et parfois je les ai fait venir et revenir parce que je m'étais trompé, etc. Et tout ça, tout ça, je l'ai pu le faire avec le soutien de la Fondation Gulbenkian et de ses bibliothécaires qui ont toujours été très disponibles et sympathiques avec moi. L'ouvrage en lui-même, alors, cet ouvrage, comme on l'a dit dans la présentation, comme Christine l'a souligné, il est tiré de ma thèse de doctorat. Une thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2019, alors évidemment, qui était beaucoup plus dense et épaisse que ce petit livre, mais l'objectif, c'était justement de produire un livre qui soit accessible, consultable facilement, accessible en bibliothèque principalement, mais consultable facilement, et surtout qui puisse être lu aussi assez rapidement, contrairement à une thèse de doctorat qui, dans mon cas, était tout de même assez longue, en tout cas le texte. Après, il y avait des archives aussi, mais c'était beaucoup plus long que ça. Là, le texte en lui-même se résume en 130 pages. Et ce que j'ai cherché à faire, c'était d'évoquer ici les points les plus importants de ma thèse, et donc qui tournaient autour d'Antonio Serdigna. Et je vais parler un peu d'Antonio Serdigna très rapidement. Mais dans mes remerciements, j'ai oublié complètement de saluer Olivier Dard et de remercier Olivier Dard pour sa présence ce soir. Et parallèlement, je remercie aussi la personne qui m'a permis de rencontrer Olivier Dard et de travailler avec Olivier Dard, qui est Anna Isabel Serdigna, qui a été maître de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle pendant de nombreuses années, et qui a fait partie aussi de tout mon parcours de master et de doctorat, de recherche, d'aide aussi et de soutien à l'accès aux archives au Portugal, à la bibliothèque catholique, à l'Université catholique de Lisbonne, mais on en reparlera plus tard. Donc je la remercie chaleureusement ici, même si elle n'a pas pu être présente, et elle nous avait demandé d'en parler, tout simplement parce qu'elle habite à Orléans et que la grève des transports l'empêche d'être là. Voilà. Donc ce livre, j'ai évoqué donc dans Antonio Serdigna. Qui est Antonio Serdigna ? Antonio Serdigna est un penseur, écrivain portugais qui est né en 1887, qui est mort relativement jeune en 1927, à 25, à 37 ans, et qui, malgré sa courte vie, a traversé deux périodes de l'histoire du Portugal et de l'histoire politique du Portugal extrêmement
complexe et riche en termes de circulation des idées, en termes également de renouvellement des idées politiques. Et ces deux périodes ont été la monarchie constitutionnelle et la Première République. La monarchie constitutionnelle au Portugal s'est installée en 1820. Elle a existé jusqu'en 1910, donc c'est le régime qui correspond à son enfance, à sa formation en tant qu'élève de l'enseignement primaire et secondaire, mais surtout d'une toute petite partie de ses études universitaires. Et ensuite, très rapidement, quand il est étudiant, s'installe la Première République en 1910. Les caractéristiques de ces deux régimes ont été assez similaires. La monarchie constitutionnelle a été marquée au Portugal par une très grande instabilité politique, des difficultés économiques majeures, malgré un certain progrès matériel qui existe surtout à partir des années 1870, mais malgré tout une grande instabilité, des difficultés économiques, des difficultés sociales aussi très importantes, une vie électorale extrêmement fragile et disons, polémique. Et puis surtout, et c'est quelque chose d'assez important quand on discute de la vie politique portugaise encore aujourd'hui, des niveaux d'analphabétisme très importants qui se maintiennent donc à des niveaux plus élevés au Portugal à la fin de la monarchie constitutionnelle que globalement dans le reste de l'Europe. Et la Première République qui arrive en 1910, elle vient un peu pour rompre avec cette situation et avec la promesse de mettre fin à la crise institutionnelle et politique, mais aussi à la crise économique et aussi de proposer en quelque sorte une révolution culturelle qui passerait par l'instruction primaire, l'instruction secondaire, et en tout cas d'élever les niveaux d'alphabétisation. Bon, ce projet politique, comme souvent au Portugal, en tout cas, il va être lettre morte, puisque la Première République va avoir une durée d'existence de 16 ans et va être caractérisée par encore plus d'instabilité politique, une crise économique encore plus forte, et finalement, au niveau de la révolution culturelle et en tout cas des progrès d'alphabétisation, etc., ils vont être assez faibles pendant toute la période. Et donc, António Sardinha va traverser la fin de la monarchie constitutionnelle et la Première République, tout d'abord en tant que jeune homme qui naît en province. Il naît dans la région de l'Alentejo, donc au sud de Lisbonne. Il va faire assez rapidement, il va quitter l'Alentejo, même s'il va toujours rester très lié, très attaché à sa terre natale. Il va faire des études de droit à Coimbra, donc un peu plus au nord, et il va ensuite s'engager dans une carrière d'idéologue, de penseur politique, même si sa première passion était la poésie. Il a d'abord été poète, il a publié, etc. Mais rapidement, à partir du moment où il devient étudiant à l'université de Coimbra, il va plutôt s'intéresser à la politique et devenir un écrivain politique, penseur, historien. Enfin, ça va être une figure assez protéiforme. Et pendant toute cette période, son idéologie, sa pensée politique va beaucoup évoluer. Tout d'abord, dans les années 1900, jusqu'à ce qu'il intègre l'université de Coimbra, et même pendant les premières années, il est plutôt républicain, il est même assez radicalement républicain, voire à certains moments anarchiste, au moment du régicide de 1908, où le roi du Portugal va perdre la vie, évidemment, en 1908, le roi Dom Carlos. On sait qu'il s'est réjoui et qu'il était extrêmement content de cet événement parce qu'il pensait que c'était à nouveau un pas de plus vers la chute de la monarchie constitutionnelle qu'il considère comme corrompue, comme d'une certaine manière perdue, et il attend le passage à la République. Et lorsqu'arrive ce passage à la République, il est effectivement un fervent républicain, mais très rapidement, quand il va constater que l'agitation politique, que la crise économique, mais aussi que la centralisation, ça c'est un thème important, peut-être qu'on en reparlera, que la centralisation qui existait pendant la monarchie constitutionnelle se maintient pendant la Première République, alors qu'il imaginait que la Première République portugaise, justement, serait un régime décentralisé. Il va très rapidement rompre avec cette idéologie républicaine et adhérer au monarchisme traditionnaliste, et donc à une idéologie qui considère que finalement les régimes parlementaires,
les régimes démocratiques dans leur ensemble sont voués à l'échec, et tout particulièrement au Portugal. Et à partir de là, il s'engage dans un militantisme monarchiste, traditionnaliste, qui va évoluer au fil du temps. La question de la monarchie va être de moins en moins importante, on en discutera, mais donc il devient monarchiste à partir de 1911-1912, et il s'engage, il fait partie des créateurs d'un mouvement qui va s'appeler l'intégralisme lusitanien, qui effectivement va porter des idées traditionnalistes et qu'on peut qualifier de contre-révolutionnaire, d'une certaine manière dans l'héritage de l'Action française et dans le prolongement de l'Action française, même si on verra que c'est plus compliqué que ça. Et il va faire tout un parcours dans ce mouvement politique jusqu'en 1925, où il meurt donc de manière prématurée, en ayant malgré tout créé un système de pensée, des idées assez originales dans le contexte de la droite radicale portugaise, parce que on le verra, une des parties les plus originales, mais celle aussi la partie qui lui a valu le plus d'hostilité, que ce soit de la gauche républicaine ou de sa propre famille politique, c'était de construire un projet contre-révolutionnaire qui puisse dialoguer avec l'Espagne et d'une certaine manière aussi avec l'Amérique du Sud. Voilà, je pense que... Merci beaucoup, Georges, pour cette présentation, ces quelques mots. Alors, avant d'entamer véritablement notre échange, qui a d'ailleurs comme objectif de valoriser évidemment la très belle recherche qui a été proposée à l'occasion de la thèse. J'étais au jury de thèse, j'avais même présidé le jury de thèse, donc je m'en souviens très bien. Je voudrais moi aussi adresser des remerciements bien sûr à la Fondation pour nous accueillir ce soir. Je pense que c'est effectivement une excellente chose, et être effectivement ici au boulevard Raspail, c'est très bien. Deuxième élément, saluer aussi effectivement la figure d'Anna Isabel à Sardinia, qui est pour moi beaucoup plus une collègue, qui est une véritable amie, avec qui effectivement j'ai beaucoup travaillé en publiant ce livre sur le salazarisme. C'est Anna Isabel qui nous a mis en contact. Mais ce qui me paraît peut-être le plus intéressant par rapport justement à cette mise en contact, à cette figure de Sardinia, c'est d'avoir à l'esprit ce que Georges disait il y a quelques minutes à propos de l'itinéraire de Sardinia, qui renvoie à la fois à sa dimension portugaise, c'est absolument incontestable, cet intégralisme, c'est vraiment l'intégralisme lusitanien, mais ce qui est tout à fait fascinant chez Sardinia, et à travers justement l'exemple de l'intégralisme, c'est de considérer à quel point il s'inscrit dans une mouvance européenne de l'époque. Alors évidemment, avec l'Action française et Maurras en ligne de mire, bien entendu. Maurras, avant 1914, et l'Action française ayant déjà commencé à faire connaître leurs travaux dans un certain nombre de pays, et bien sûr, à travers l'exemple portugais, il y a aussi l'Espagne, mais il y en a d'autres. Et parmi ces pays, il y a un pays dont on n'a pas encore parlé, mais qui, à mon avis, compte dans l'histoire de l'intégralisme portugais, et qui est peut-être un des éléments importants de la rencontre, c'est la Belgique. C'est-à-dire que c'est à travers l'exil d'un certain nombre de ces gens en Belgique avant 1914 qu'ils vont véritablement découvrir ou approfondir leur connaissance de Maurras. Alors, dans ces conditions, moi, ce que je voudrais peut-être que Georges commence un petit peu à préciser, il en a parlé, il a parlé de contre-révolution, il a parlé de traditionnalisme, c'est peut-être deux choses finalement. La première, effectivement, c'est ce qu'il faut entendre ou ce qu'on peut entendre par traditionnalisme sous la plume d'Antonio Sardinia. Parce que ce terme de traditionnalisme, il est effectivement un des marqueurs du temps, mais il est aussi, à certains égards, relativement polysémique. Et deuxième point, avant qu'on évoque tout à l'heure longuement la question de l'alliance péninsulaire, qui est au cœur du livre que propose Georges, peut-être évoquer aussi la question
des racines, au fond, ou de leur existence ou non, mais finalement étrangères, j'allais dire, à la culture proprement portugaise, de cet intégralisme, sachant que les débats sur le maurassisme, et pas seulement au Portugal, ont été alimentés par les adversaires, donc des intégralistes au Portugal, mais des nationalistes en Italie ou de certains tenants du maurassisme en Espagne, notamment dans tout ce qui concernait la sphère fédéraliste et catalaniste, de l'idée qu'au fond, ils n'étaient que des copieurs de l'action française. Et finalement, c'est beaucoup plus que ça, parce que on sait à travers tous les travaux sur les circulations et les transferts à quel point, d'un certain point de vue, il y a une reprise, évidemment, d'un certain nombre d'éléments, mais aussi une transformation, une adaptation et presque une forme de nationalisation qui fait que, effectivement, on est très loin d'un simple décalque. Donc, cette question du traditionnalisme, cette question des emprunts à l'étranger, qu'est-ce que Georges peut nous dire là-dessus? Alors, sur la question du traditionnalisme par Sardaigne, c'est vrai que c'est une vision assez originale et effectivement, on ne peut pas la réduire et la comparer directement avec le cas français et celui de l'Action française, parce qu'il y a déjà une question de référence culturelle et historique qui est assez différente. Parce que je reviendrai sur Maurras tout à l'heure et l'Action française, mais justement, l'Action française est assez marquée malgré tout par une fascination pour le XVIIIe siècle, en tout cas dans le cas de Maurras. XVIIe, voilà, exactement. Exactement, surtout le XVIIe en réalité. Et dans le cas de Sardaigne et globalement des membres de l'intégralisme lusitanien, la référence, c'est vraiment la monarchie médiévale. Une monarchie médiévale qu'ils idéalisent, qu'ils réinventent un peu, mais cette monarchie médiévale, c'est vrai que les études sur le Moyen-Âge et la monarchie médiévale portugaise ont beaucoup progressé ces 20 dernières années, notamment, mais depuis longtemps avec José Matoso. Et c'est une vision, pour Sardaigne, d'une monarchie effectivement catholique. Bon, la dimension catholique, elle est fondamentale, mais c'est aussi une vision d'une monarchie décentralisée et d'une monarchie où le roi, le pouvoir royal et la noblesse exercent un pouvoir qui est en quelque sorte modéré par des contre-pouvoirs assez importants que sont la noblesse, mais aussi le tiers-état, le peuple, grâce à ce qu'on appelle en France les États généraux, mais au Portugal, as Cortes. Et as Cortes qui ont réellement fonctionné au Moyen-Âge au Portugal à partir du XIIIe siècle et de manière assez régulière, finalement, à travers l'histoire du Portugal jusqu'au moins au XVIIe siècle. Et c'est cette vision donc d'une monarchie qui n'est pas effectivement il n'y a aucune idéalisation ou attirance pour la monarchie absolue de droit divin, par exemple. Et c'est cette monarchie qui est idéalisé par António Sardaigne et qui, pour lui, est la référence de l'intégralisme lusitanien et qui, évidemment, dans son esprit, ne peut pas être transposé au XXe siècle, mais dont les codes, les fondements politiques, c'est-à-dire un pouvoir royal fort, mais modéré, avec des contre-pouvoirs, et un parlement, évidemment, réduit, mais qui, malgré tout, procède à des élections, comme c'était le cas nas Cortes, dans les États généraux portugais. As Cortes, hein, il y avait des représentations régionales, ce qu'on appelait au Portugal les procureurs. Et voilà, c'est cette vision du traditionnalisme. Et un traditionnalisme aussi qui, au fil du temps, donc, va s'élargir à une dimension, disons, transnationale. Il y a l'idée pour Sardaigne, qui est aussi une stratégie politique, mais l'idée selon laquelle l'histoire du Portugal et de l'Espagne sont finalement assez proches, de la reconquête chrétienne jusqu'à justement la construction de la monarchie catholique, en passant par l'expansion maritime. Et ensuite, et c'est là qu'intervient aussi sa critique politique, dans leur trajectoire à partir des révolutions libérales jusqu'au XXe siècle, qui pour lui sont un long chemin de ruine et de perdition pour les deux pays. Et à partir justement, j'anticipe un peu, de son exil en Espagne qui va vivre entre 1919 et 1921 pour des raisons politiques, parce qu'il a participé à une tentative de révolution monarchiste qui échoue, et donc il est exilé de manière
plus ou moins officiel en Espagne. En tout cas, il est bloqué en Espagne et il ne peut plus rentrer au Portugal pendant 2 ans. C'est à partir de ce moment-là où réellement il va commencer à considérer l'histoire de l'Espagne comme une histoire effectivement voisine du Portugal, mais aussi d'un point de vue politique, il comprend, ou en tout cas il se convainc et il essaye de convaincre ses camarades que l'avenir de la contre-révolution portugaise, c'est-à-dire le renversement de la Première République portugaise, ne pourrait pas intervenir sans un mouvement similaire, parallèle en Espagne. Et ça, c'est la deuxième dimension de son traditionnalisme, qui a été critiqué à droite parce que considéré comme disons, une forme de trahison historique pour la droite radicale qui considère que l'Espagne est un pays voisin, mais avant tout un pays rival et ennemi, d'une certaine manière. Et c'est là où il est assez original. Mais en tout cas, à partir des années 1919 jusqu'à sa mort en 1925, il va soutenir cette idée que le traditionnalisme historique portugais, c'est d'avoir une entente politique avec l'Espagne et une entente politique et culturelle avec l'Espagne soutenue, et que c'est cette entente qui avait permis au Portugal et à l'Espagne de se développer en tant que nation indépendante et nation, disons, plus ou moins prospère au fil des siècles. Et c'était cette entente qui permettrait au XXe siècle de rompre avec le parlementarisme et la démocratie. Et en cela, son expérience et l'expérience des mouvements contre-révolutionnaires portugais depuis le XIXe siècle était effectivement assez révélateur, puisque très souvent, l'instabilité politique dans les deux pays venait soit de mouvements, disons, pro-démocrates, entre guillemets, qui envahissaient, qui étaient actifs aux frontières espagnoles et aux frontières portugaises. Et il y avait toujours cette circulation, disons, des résistants aux différents régimes qui ont existé à partir du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Et ça a encore été le cas ensuite au moment du franquisme et du salazarisme. Même si là, l'appareil de contrôle était beaucoup plus, disons, efficace et développé. Et... pardon. Alors, j'enchaîne sur la question des transferts. Non, je voulais juste... oui, peut-être sur la question des transferts. Moi, je voulais juste peut-être dire un mot par rapport à ce qui était dit sur peut-être deux ou trois points pour, j'allais dire, compléter ou amplifier. Le premier, c'est que, effectivement, bon, par rapport à l'action française, il est évident que la question, le XVIIe siècle, Louis XIV, l'âge classique, la question littéraire et artistique est à l'action française absolument fondamentale. Et de ce point de vue, il y a peut-être un parallèle intéressant à faire avec Sardinia. Quand Sardinia est un poète qui se lance ensuite dans la politique, c'est la fameuse formule de Maurras, hein, c'est la littérature qui nous a conduit à la politique. Donc il y a, de ce point de vue-là, quelque chose de relativement indissociable. Mais ne pas oublier quand même qu'à l'action française, à la fois la figure de Maurras est essentielle, évidemment, mais il y a aussi une sensibilité pour, effectivement, la période médiévale à travers certaines figures valorisées qui sont en particulier celles de Saint-Louis. Mais, et ça, j'insisterai peut-être là-dessus, et ça nous permettra peut-être aussi de revenir au cas de Sardinia, bien entendu, c'est la question qui se pose du rapport de ce traditionnalisme avec la figure de saint Thomas d'Aquin. On n'a pas encore parlé de saint Thomas, qui d'ailleurs n'est pas directement mis en avant dans le livre, mais qui est en même temps une figure absolument essentielle, et là aussi sur un mode transnational, peut-être d'ailleurs davantage, et ça c'est tout le problème de Sardinia, c'est qu'il va y avoir un renouveau médiéval, mais plutôt après la Première Guerre mondiale, et lui, rappelons qu'il meurt en 1925, mais l'idée d'une redécouverte du Moyen-Âge, la nécessité d'écrire l'histoire d'un autre Moyen-Âge, hein, c'est bien avant Jacques Le Goff, la formule d'un nouveau Moyen-Âge fait Flores dans les années 20, c'est un élément qui me paraît important. Deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, peut-être, et par rapport à ce lien Espagne-Portugal, par rapport à la France, c'est évidemment tout à fait différent, c'est le rapport 16e, 17e siècle par rapport à la notion de l'âge d'or. L'âge d'or, effectivement, de l'histoire monarchiste française, c'est pas le 16e siècle. Bon, François Ier, tout ça très bien, mais c'est le 17e.
au Portugal et en Espagne. Il n'y a pas besoin de beaucoup détailler entre la figure d'Henri le Navigateur que Salazar va reprendre à son compte et évidemment le siècle d'or en Espagne. Donc de ce point de vue, il y a effectivement un certain nombre d'éléments sans doute convergents et sans doute plus convergents entre Espagne et Portugal que ce que l'on peut trouver évidemment dans d'autres parties de l'Europe, même si par exemple en Italie, la période évidemment de la Renaissance donne un relief tout à fait particulier à cette notion d'âge d'or. Et puis dernier élément qui me paraît intéressant par rapport au cas de Sardinia et pour justement arriver à cette alliance péninsulaire, c'est finalement la question ou plutôt la façon dont cet homme a appréhendé l'exil. Alors, le livre en parle. Je crois peut-être, Georges, qu'avant d'évoquer en détail effectivement cette question de l'alliance péninsulaire, etc., peut-être redire un mot des conditions qui sont celles de l'exil d'Antonio Sardinia, qui va évidemment marquer son itinéraire, mais marquer aussi l'intégralisme lusitanien. Et là, c'est une situation évidemment très particulière et qui n'a pas d'équivalent, bien entendu, de l'autre côté, j'allais dire de l'autre côté des Pyrénées, si je puis dire. Alors, sur la question des transferts, et après je reviendrai sur l'exil, justement, effectivement, bon, j'en parle dans le livre, il y a un chapitre sur ça. L'intégralisme lusitanien au Portugal a été fortement critiqué par la droite monarchiste constitutionnelle, mais aussi, bien sûr, par la gauche, disons, si on peut parler de gauche à ce moment-là, en étant accusé d'être une copie de l'action française et un projet politique au Portugal sans grand intérêt, sans grand avenir. Alors, Sardinia a fait partie de la discussion autour de ça, même si c'est pas celui qui s'est plus investi dans la réponse à ces attaques. Et moi, je reviendrai plus directement sur les idées en elles-mêmes et en comparant d'une certaine manière la figure de Maurras, qui est vraiment très importante au Portugal et qui est vraiment celle, avec peut-être Daudet pour d'autres questions, qui intéresse vraiment, Barrès aussi, mais on ne peut pas rattacher à l'action française. Pour Sardinia, Barrès et Maurras sont les plus importants. Mais si on compare Barrès et Sardinia directement, on peut dire que l'un, effectivement, est portugais, l'autre est français. À ce moment-là, il y a un décalage culturel entre les deux pays assez important, au niveau politique et aussi culturel. Et surtout, les deux ont 20 ans d'écart. Maurras est né dans les années 1860-68 et Sardinia 20 ans plus tard. Bon, ça... Ils sont encore nés plus avant. Plus avant, voilà. Donc ça pèse beaucoup et ça pèse sur des choses assez concrètes. Par exemple, la question de la latinité qui est très importante pour Maurras, l'est beaucoup moins pour Sardinia. On m'a souvent demandé, alors, est-ce que Sardinia, il était pour la question de la latinité de Maurras ou pas? Dans la réflexion de Maurras sur la latinité, il y a une partie, effectivement, sur la religion catholique, l'Église de Rome, qu'on retrouve chez Sardinia et à laquelle il souscrit, l'importance, même si Maurras n'était pas croyant, il y a vraiment une part de son œuvre assez importante sur l'importance de l'Église catholique dans la société et dans le projet contre-révolutionnaire. Sardinia souscrit à cette idée et il y ajoute pas grand-chose d'original. Il y a une autre part de la latinité chez Maurras qu'on retrouve pas trop chez Sardinia, c'est la réflexion sur le latin. Le poids, l'importance du latin, l'apprentissage du latin. Il s'engage contre les réformes scolaires qui envisagent de donner plus d'importance à l'allemand qu'au latin. Il trouve ça stupide, à la fois pour la formation intellectuelle des élèves. Il dit que d'ailleurs, si on veut faire apprendre des langues étrangères aux petits Français, eh bien, le fait d'apprendre le latin leur ouvre plus facilement la compréhension des langues latines et notamment le portugais. Pour lui, ça c'est fondamental. Sardinia ne réfléchit pas du tout sur l'importance, le poids du latin, etc. Et quelque part, quand on nous demande est-ce que finalement Sardinia s'est écarté de la latinité, j'ai écrit ça dans le livre. Finalement, je dirais que la discussion de la latinité lui importe pas, mais en tout cas n'est pas importante pour lui, en tout cas pas dans les termes de Maurras. Vraiment, lui, sa réflexion, à un moment donné, elle va se centrer sur ce qu'il appelle la civilisation hispanique
et un mélange entre projet politique, mais conviction culturelle, effectivement, mais réellement, pour lui, son domaine de réflexion privilégié à partir des années 1919, c'est définir ce qu'est la civilisation hispanique, bon, ce qu'il fait de manière assez superficielle globalement, mais surtout montrer l'intérêt pour les Espagnols et les Portugais et éventuellement les Brésiliens et les nations sud-américaines, en tout cas pour les élites de droite et les élites, disons, conservatrices, de s'entendre et, d'une certaine manière, d'œuvrer au projet contre-révolutionnaire dans chacun de leurs pays. Et à partir de là, effectivement, ils s'écartent de même de l'espace géographique défini par Maurras pour la latinité. Attention, Maurras est un convaincu de l'expansion de la latinité aux Amériques. Hein. Il disait, c'est pas seulement une boutade, hein, qu'il a été beaucoup plus proche d'un Mexicain que d'un Suédois. Et dans son esprit, ce n'est absolument pas une boutade, c'est l'opposition, ce qu'il appelle entre les barbares et les romans. Mais effectivement, ce qui est fondamental, c'est le rapport à Rome. La romanisation, parce que chez Maurras, il y a évidemment le latin, l'action française, mais il y a aussi le grec. La Méditerranée, cette Grèce où nous sommes nés, avec Rome, et dans tout le débat qui oppose les Français de l'époque, enfin, disons, un certain nombre de milieux, bon, pour savoir si la France a des origines gauloises ou romaines, ça passionne à l'époque, avant 14 et après. Maurras, c'est tout à fait clair, c'est la romanité a civilisé la Gaule. Et donc le poids de l'héritage romain, il est fondamental, et la centralité de Rome, c'est effectivement chez lui l'Antiquité, mais c'est aussi la Rome des papes. Tout ça est un ensemble relativement harmonieux. Hein. Je suis romain, je suis chrétien, etc., etc. Je suis romain, pardon, je suis humain. C'est la même définition. Enfin bon, je reviens pas sur une formule qui est très célèbre chez lui. Et effectivement, on a ici une forme effectivement de décalage qui Georges l'explique très bien, vient aussi de ce rapport effectivement au monde hispanique. Quand Maurras regarde l'Espagne, il la regarde évidemment tout à fait différemment, hein, comme une sorte de prolongement de Rome. Hein, ouais. Et la latinité est au cœur de cela. Ce qui fait qu'il y a peut-être d'un certain point de vue, et qu'il y a d'un certain point de vue, plus de liens entre effectivement, au-delà de l'aspect linguistique et l'aspect francophone, plus de liens effectivement entre France, Belgique, enfin Belgique, Wallonie, comprenons-nous, que peut-être effectivement à ce moment-là avec le Portugal. Ouais. Et la question hispanique est évidemment fondamentale pour le sujet qui nous occupe, c'est-à-dire effectivement Antonio Sardinia. Effectivement. Et après, bon, sur la question des transferts, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que ça c'est évident quand on étudie la correspondance de Sardigne et des intégralistes, de ses camarades et plus largement des sympathisants du mouvement. Lorsque l'intégralisme lusitanien est créé en 1913 au Portugal, il y a réellement une vraie fascination pour Maurras, mais surtout pour l'Action française en tant que mouvement organisé, qui a un journal qui est lu, qui est capable d'organiser des manifestations avec succès, et qui a une vraie aura politique en France, et en tout cas a une vraie influence culturelle. Ça, on le retrouve beaucoup, et souvent dans leur correspondance, j'ai mis quelques citations, on demande à Sardigne, il faut absolument qu'on arrive, il faut qu'on arrive à structurer notre mouvement en suivant le modèle. Mais pour la question des idées, c'est nettement plus complexe, et je pense que c'est pas seulement une volonté d'être originaux. Réellement, ils revendiquent, à un moment de la création de leur revue Nation portugaise en 1913 et après du journal La Monarchie en 1917, réellement, on peut comprendre, et ensuite quand on lit les articles de Sardigne en particulier, que l'héritage contre-révolutionnaire portugais du 19e siècle, non seulement il existe, avec des auteurs comme José Courcio das Neves, de Gama y Castro, il y en a un certain nombre, non seulement il existe, mais il est une référence importante pour eux, puisqu'effectivement, leur référence fondamentale reste l'histoire du Portugal, l'histoire du Moyen-Âge, l'expansion maritime sur laquelle ils ont une vision finalement assez
globalement assez négative. Salvini ne revient pas trop là-dessus à partir du moment où il discute des relations entre l'Espagne et le Portugal, parce qu'il comprend que malgré tout, ça peut être assez contradictoire. Mais dans la première phase de sa carrière, disons avant l'exil, bon, l'expansion maritime est vue comme le début d'une forme de décadence, puisque le Portugal éparpille ses ressources et quelque part se disperse. Les institutions faiblissent un peu puisque le pouvoir royal est plus fort parce que plus riche. Et voilà, de ce point de vue-là, ils sont assez critiques. Mais donc, du point de vue des idées pures et dures, effectivement, il y a un héritage contre-révolutionnaire au Portugal. Ses compagnons éthyliques, ils disent que la Révolution française a connu une réplique qui a été la contre-révolution, donc les gens qui se sont opposés à la Révolution française. Eh bien, au Portugal, ça a été exactement la même chose. Déjà, dès que la Révolution française a lieu en 1789, il y a des figures au Portugal, des intellectuels qui s'inquiètent. Et quand la Révolution libérale de 1820, bon, qui a surtout été une révolution constitutionnelle, au final, libérale, pas vraiment, mais la Révolution de 1820, qui est effectivement la réplique de la Révolution française au Portugal, on a effectivement des intellectuels comme José Couso das Neves, Fortunato de Almeida, José de Gama y Castro, qui vont produire toute une œuvre de critique du nouveau régime et réellement pré-contre-révolutionnaire. Ce qu'ils ne vont pas faire, c'est créer un mouvement structuré comme va l'être l'intégralisme lusitanien en s'inspirant de ce point de vue-là nettement de l'action française. Fait avec ensuite peut-être aussi par rapport à l'action française, pour le coup, une dimension générationnelle, c'est qu'effectivement, avant 1914, elle attire aussi beaucoup de jeunes gens. Et, Ouais. enfin, en France, j'entends. Et ça, c'est et pas Exactement. seulement en France. Et ça, c'est un élément tout à fait essentiel. Alors là, je pense qu'on pourrait effectivement un peu avancer et arriver, enfin, j'allais dire, à cette question de l'alliance péninsulaire qui est, effectivement, pour un lecteur, si vous voulez, j'allais dire français, bon, je connaissais Sardinia évidemment avant, j'y reviendrai, mais ça paraît effectivement assez original, hein, cette idée d'alliance péninsulaire, quand on connaît les relations quand même qui ont été pour le moins difficiles entre l'Espagne et le Portugal, et notamment au XVIIe siècle pour le coup. Justement, qu'est-ce qui fonde cette alliance péninsulaire et comment est-ce qu'elle est reçue? Et là, le livre l'explique très bien au sein de cette mouvance intégraliste. Ouais. Alors, l'Alliance péninsulaire, l'origine de l'Alliance péninsulaire dans sa réflexion, c'est l'exil, mais je dirais qu'en fait, c'est un peu avant l'exil. En 1915, l'intégralisme lusitanien est déjà un mouvement assez bien installé au Portugal, même si, avec énormément de vicissitudes matérielles, la revue est souvent suspendue, parce que la Première République a aussi été un régime de censure à certaines périodes. Et donc, en 1915, le mouvement est assez bien installé dans le paysage politique portugais et culturel. Et en Espagne sont publiés une série d'ouvrages par des auteurs comme Juan del Nido y Segalev, Vicente Gay, etc. Des ouvrages qui reviennent sur un débat qui a eu lieu au XIXe siècle au Portugal, qui est celui de l'ibérisme. Alors l'ibérisme au XIXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est un ibérisme, disons, fédéraliste qui propose effectivement de rapprocher les liens économiques et culturels entre le Portugal et l'Espagne, mais globalement de rapprocher aussi les liens politiques. Et chez certains auteurs, comme Sinibaldo de Mas, qui a produit une œuvre qui s'appelait A Iberia en 1950-1952, qui a été publiée et ensuite traduite en portugais, et qui a fait polémique, il y avait vraiment la proposition de créer une fédération ibérique où Madrid, l'Espagne, en tout cas Madrid, jouerait un rôle, disons, centralisateur et où les autres régions, dont le Portugal, seraient un peu subalternisées. Ce débat, il revient un peu en 1915 avec la publication
d'une série d'ouvrages. Bon, je cite les auteurs, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est des noms qui après ont un peu disparu, qui sont un peu oubliés aujourd'hui, mais une série d'ouvrages qui reviennent là-dessus et qui remettent à la page l'ibérisme fédéraliste avec une tendance centralisatrice pour Madrid. Alors, dans le cadre de ces publications, l'intégralisme lusitanien au Portugal va organiser une série de conférences pour contester, pour critiquer l'ibérisme du 19e siècle, mais l'ibérisme qui faisait son retour donc au début du 20e siècle. Et Sardinia participe à ces conférences. Alors, il participe à ces conférences en soutenant des idées qui vont être assez différentes de celles qu'il va soutenir plus tard à partir de son exil, mais malgré tout, quelques idées fondamentales sont déjà là. La première, c'est que, et ça a été depuis totalement démenti par les géographes comme Orlando Ribeiro, mais à l'époque, c'était une théorie qui existait et qui n'était pas forcément à droite, hein. Des hommes de gauche comme Teófilo Braga, etc. ont soutenu cette idée, que l'Espagne et le Portugal avaient des frontières géographiques naturelles. Un peu comme les Pyrénées séparaient l'Espagne de la France, eh bien, les frontières portugaises et espagnoles étaient délimitées de manière claire par la géologie, etc. Bon, j'y connais rien à ça, mais de manière tout à fait naturelle. Et Sardinia va soutenir cette idée, et lui, il prolonge un peu ce raisonnement avec une espèce de réflexion anthropologique un peu disons, un peu maladroite à l'époque, sur les différences, disons, entre ce qu'il appelle la race espagnole et la race portugaise, en essayant de montrer que, effectivement, l'éthos portugais et espagnol sont fondamentalement différents et que d'ailleurs leur culture, leur littérature, depuis le Moyen-Âge, sont très différentes, avec du côté portugais une tendance au lyrisme et du côté espagnol une tendance à l'épopée, bon, etc. Donc ça, c'est une idée qu'il présente en 1915 pour s'opposer à l'ibérisme, mais en disant déjà, en déclarant à la fin de sa conférence que malgré tout, l'Espagne et le Portugal, dans le contexte européen de la Première Guerre mondiale, parce qu'on est en pleine Première Guerre mondiale, ont vocation à s'entendre d'un point de vue politique malgré tout, parce que d'un point de vue, malgré leurs différences, d'un point de vue culturel, ils restent plus proches historiquement que les autres nations européennes. Et donc ça, c'est le point de départ, c'est 1915. Donc un séparatisme intransigeant, mais en même temps une petite ouverture pour un dialogue culturel et politique. Les choses vont changer cette fois, disons, de manière forcée et un peu accidentelle, puisque 4 ans plus tard, à la fin de l'année 1918, début de l'année 1919, le Portugal, on est en pleine Première République, donc à nouveau une série de crises politiques, instabilité, changement de gouvernement. Et en 1917 s'installe au Portugal, pendant la Première République, prend le pouvoir un homme politique qui s'appelle Sidónio Pais et qui a une idéologie, qui est un républicain, mais qui, disons, qui est un républicain modéré, plutôt conservateur, qui au final ressemble assez à ce que va être Salazar 20 ans plus tard, beaucoup plus conservateur évidemment, mais c'est déjà un avant-goût, on pourrait dire, et qui donc va imposer une forme de dictature, enfin de limitation des pouvoirs du Parlement, et qui va essayer d'opérer une espèce de stabilisation de la Première République et de remise en ordre des choses d'un point de vue politique, mais aussi social. Le Portugal de la Première République est marqué par énormément de grèves, etc., même de tentatives d'attentats, et voilà. Et Sidónio Pais arrive avec ce projet de stabiliser un peu la situation. Il va être victime d'un attentat lui-même quelques mois plus tard. Et dans ce contexte-là, les intégralistes lusitaniens qui avaient plutôt adhéré, même s'ils émettaient des réserves aux possibilités de succès de Sidónio Pais, les intégralistes lusitaniens, dont Sardinia, qui avait soutenu Sidónio Pais, vont se révolter après l'attentat et vont participer à un soulèvement monarchiste, une tentative de soulèvement monarchiste qui va avoir lieu au début de l'année 1919 et qui va commencer à Porto, dans le nord du Portugal, avec un certain succès. Pendant quelques semaines, dans le nord du Portugal, la monarchie est rétablie. Mais là, déjà, il y a un gros conflit politique entre monarchistes constitutionnels, parlementaristes et les monarchistes traditionnalistes
liés à la mouvement de l'intégralisme lusitanien. Et déjà, il y a un conflit politique à ce niveau-là, mais surtout, le régime républicain à Lisbonne va reprendre la main assez rapidement, et cette tentative, finalement, de soulèvement, elle va échouer en l'espace d'un mois. Et à ce moment-là, Sardaigne y prend part, même si, de son point de vue, les tentatives de soulèvement monarchiste étaient trop prématurées et il ne les soutient pas vraiment. Mais là, étant donné les circonstances, il décide de s'engager dans cette tentative, et il a exercé des fonctions quelque part d'espion, d'émissaire en Espagne au moment où le soulèvement commence à Porto, et il va se retrouver finalement bloqué dans la région de Badajoz, et rapidement il va être obligé de s'installer à Madrid au moment où le régime républicain reprend la main à Lisbonne. Donc à partir de janvier 1919, il est bloqué à Madrid. Et ce qui va se passer, la correspondance avec sa femme pendant ces années-là, qui a été publiée par Ana Isabel Sardaigne, montre qu'il a participé, qu'il a eu une vie intellectuelle assez intense à ce moment-là. Et d'ailleurs, moi aussi, je le montre d'une certaine manière, puisque de nombreux articles que je cite ont été publiés pendant son exil. Mais surtout, il va traverser une période de difficultés financières, matérielles assez importantes. Mais il s'installe en Espagne, il va y rester jusqu'en 1921, donc plus de 2 ans. Et tout au long de cet exil forcé, il va énormément lire, énormément publier d'articles, en s'intéressant principalement, surtout dans les premiers mois de son exil, à l'histoire de l'Espagne. À l'histoire de l'Espagne, et en, évidemment, faisant des comparaisons entre l'histoire portugaise et espagnole, j'en ai parlé tout à l'heure, et en arrivant à la conclusion que leur trajectoire historique est proche, voisine, voire fraternelle pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce qu'arrivent les révolutions libérales, moment à partir duquel, selon lui, les deux pays connaissent une franche décadence politique, culturelle, etc., et aussi une forme de dégradation de leurs relations, puisque l'ibérisme fédéraliste apparaît, auquel il est totalement opposé. Voilà, et c'est à partir de ce moment-là que se construit l'idée pour lui d'alliance péninsulaire, qui est donc la suivante, j'en ai parlé tout à l'heure. L'Espagne et le Portugal, sans une entente politique et une contre-révolution parallèle, n'arriveront jamais à rompre avec, au Portugal, la République, et en Espagne, la monarchie parlementaire. Et rapidement, cette idée, elle est initialement reçue au Portugal et par ses camarades de l'intégralisme lusitanien comme une idée un peu étrange, à laquelle peu vont adhérer initialement, car selon eux, elle ne reprend pas les ressorts du nationalisme portugais, qui sont plutôt ancrés sur la rivalité entre l'Espagne et le Portugal. Mais au fur et à mesure du temps, et notamment après sa mort, finalement, ils vont tous tomber d'accord sur le fait que cet hispanisme qui proposait une entente entre les deux nations, et une entente politique entre les deux nations, a été réalisé d'une certaine manière par le régime de Franco et le régime de Salazar, notamment plutôt par le régime de Salazar avec le régime de Franco, avec le soutien qui a été apporté pendant la guerre civile espagnole par Salazar aux troupes franquistes, et au fil des années, avec l'entente, disons, politique et économique qui est assez stable entre le Portugal et l'Espagne pendant disons, les années 20, 30, surtout les années 40, 50 et 60, malgré l'épisode de la Seconde Guerre mondiale où Franco a des relations un peu plus ambiguës avec le Portugal et le régime de Salazar. Tout à fait. Alors pour finir peut-être sur cette seconde partie, avant qu'on entame la troisième et dernière sur la question des héritages, il y a dans le livre toute une sous-partie, j'allais dire, sur effectivement ce qui est appelé l'hispanisme. Là, on a beaucoup parlé de libérisme, mais c'est bien d'hispanisme dont il est question à ce moment-là, avec le prolongement vers l'Amérique du Sud. Et là, ce serait peut-être intéressant effectivement
souligner comment cette alliance, entre guillemets, péninsulaire peut s'articuler effectivement avec la question latino-américaine et poser finalement celle des prolongements de cette dernière, enfin, comme vous le faites d'ailleurs dans ce volume. Ouais. Alors effectivement, c'est un des enjeux aussi de la réflexion de Salvini sur les relations luso-espagnoles, c'est qu'effectivement, lui, il récuse le terme ibérisme. Sa réflexion, il va l'appeler hispanisme, bon, surtout pour évacuer ce terme d'ibérisme qui, pour lui, est associé à un projet fédéraliste. Et au fil des années, surtout à partir de son exil, il va effectivement envisager la possibilité de dialoguer avec des intellectuels sud-américains, et c'est ce qui va se passer. Sa correspondance avec surtout des intellectuels brésiliens comme Elísio de Carvalho ou Gilberto Freire, Jackson de Figueiredo est assez régulière. Et effectivement, dans son argumentaire, si on pourrait dire, pour la contre-révolution luso-espagnole, il considère que le fait d'attirer dans le sillage de cette contre-révolution le soutien d'intellectuels, notamment brésiliens, et éventuellement hispanophones, pourrait consolider effectivement le projet et la crédibilité de la contre-révolution luso-espagnole. Et c'est d'ailleurs aussi une manière pour lui de s'émanciper du projet de latinité de Maurras, enfin de la définition de latinité de Maurras, car selon lui, ce projet, enfin la définition de l'Amérique latine, en tout cas, il récuse d'une certaine manière l'expression Amérique latine. Il préfère le terme Amérique hispanique, car il considère que d'une certaine manière, la France et les autres nations latines s'approprient en quelque sorte la découverte, entre guillemets, de l'Amérique du Sud dans ce cas-là, de l'Amérique dans son ensemble, tandis qu'il s'agit, c'est ce qu'il affirme, d'une œuvre, entre guillemets, essentiellement luso-espagnole, et que le rôle des intellectuels portugais et espagnols, mais aussi sud-américains, et de rappeler cette réalité historique. Et à partir donc de ces années-là, effectivement, il va trouver certains intellectuels brésiliens, pas vraiment d'Amérique latine et hispanophone, mais des intellectuels brésiliens qui vont d'une certaine manière dans son sens, dont Elísio de Carvalho, mais aussi Gilberto Freire. Et j'en parle à la fin du livre. C'est intéressant de voir la relation entre les deux. Gilberto Freire, qui a été un des principaux, disons, des grandes figures intellectuelles du XXe siècle brésilien, sociologue, etc., et qui a correspondu avec Sardinha de manière assez spontanée, même si c'est Elísio de Carvalho qui lui a parlé de Sardinha. Et on peut lire dans leur correspondance qu'ils s'intéressent à l'hispanisme, qu'ils s'intéressent aux articles de Sardinha, et il s'intéresse notamment à une thèse qui est présente hautement contestable, n'est-ce pas, aujourd'hui, mais qui est présente dans les articles de Sardinha et dans le livre Alliance péninsulaire qu'il publie en 1924, qui est la thèse selon laquelle la colonisation, disons, portugaise et espagnole s'est déroulée dans de meilleures conditions que la colonisation anglo-britannique, et que et notamment surtout que la colonisation du Brésil s'est déroulée de manière, disons, plus humaine, entre guillemets, que la colonisation du reste de l'Amérique, et que c'est pour ça que le vaste territoire brésilien a maintenu son unité et n'a pas été fragmenté en plusieurs nations, et que aussi le Brésil est resté une nation, disons, catholique et lusophone. Et cette thèse, on la retrouve d'une certaine manière, même si beaucoup plus développée et étoffée, dans une des œuvres fondamentales de Gilberto Freire, qui est Casa Grande Senzala. Et ce qui est intéressant, c'est que cette œuvre, elle est écrite dans les années 30, et le dialogue avec Sardinha, il a lieu dans les toutes dernières années de la vie de Sardinha, entre 1923 et la fin de l'année 1924, période pendant laquelle ils vont échanger environ 7 lettres. Donc ça, c'est un des héritages qu'on peut souligner par rapport aux relations
luso-espagnole et donc luso-brésilienne aussi. Et dans le cadre des héritages luso-espagnols aussi, il y a ces relations et sa correspondance qui a été très brève ou quasiment inexistante, mais de sa relation intellectuelle avec Ramiro de Maeztu en Espagne. Il se rencontre pendant son exil à Madrid, mais je pense qu'ils se rencontrent une seule fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette réflexion de Saldigne sur les relations luso-espagnoles, mais surtout sur les relations luso-brésiliennes, d'une certaine manière, on va les retrouver plus tard chez Ramiro de Maeztu. Et un historien espagnol dit que Maeztu a rencontré en 1923 son alter ego portugais en rencontrant Saldigne. Simplement, il oublie de préciser que la correspondance, que la chronologie fait que c'est plutôt Maeztu qui a l'air d'être l'alter ego de Saldigne que le contraire, puisque l'œuvre hispanique de Saldigne est produite entre 1919 et 1925, tandis que Maeztu va développer sa réflexion sur l'hispanisme à partir des années 30. Du côté espagnol, c'est ça. Et l'influence de Saldigne en Espagne a été suffisamment importante pour que son livre « Alianza Peninsular », qui est un de ses seuls livres, disons, un des seuls livres qui parvient à publier, un de ses seuls inédits qu'il parvient à publier avant sa mort, est rapidement traduit en Espagne. Et l'auteur de la préface, qui devait être, enfin, la personne qui devait être l'auteur de la préface, était Primo de Rivera, qui apparemment était un lecteur assez admiratif de Saldigne. Et finalement, Primo de Rivera meurt lui aussi dans ces années-là. Il ne peut pas être l'auteur. Et c'est Ramiro de Maeztu qui va prendre la suite. Tout à fait. On va encore prendre quelques minutes, mais pour laisser ensuite la parole évidemment à la salle. Bon, vous avez déjà commencé à évoquer effectivement cette question des héritages qui est absolument essentielle et qui est d'ailleurs d'autant plus intéressante dans le cas de Sardinia. Il faut jamais perdre ça de vue. Vous c'était rappelé chronologiquement, c'est que nous avons affaire à une pensée qui est à la fois une pensée en construction et à un itinéraire qui se brise par une mort quand même extrêmement précoce à 37 ans en 1925. Donc de ce point de vue, c'est évidemment un élément essentiel à prendre en compte puisque les autres sont là avant, pendant et après, que ce soit Gilberto Frère ou Maeztu, etc., etc. Alors justement par rapport à cette question de l'héritage, peut-être qu'on pourrait y revenir, je dirais, à travers justement l'héritage proprement portugais, autour de deux ou trois questions. La première, c'est finalement ce qui reste de Sardinia chez les intégralistes. Puisque il meurt effectivement en 1925 et on ne peut pas forcément dire que par la suite il soit chez ces intégralistes une figure incontestée. Au contraire, d'après ce que l'on sait, et on en reparlait avec Anna-Isabelle Sardinia justement, quelqu'un comme Roland Preto finalement considère que Sardinia à la fin de sa vie n'était plus monarchiste mais simplement contre-révolutionnaire, et puis par la suite d'autres ont considéré que finalement des figures peut-être plus importantes ou différentes de celles de Sardinia incarnaient véritablement l'intégralisme. Qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce que vous en pensez avant qu'on finisse par une toute dernière question sur Salazar qui est évidemment absolument indispensable. Alors, cette question de la postérité de Saldigne dans le cercle intégraliste est effectivement assez compliquée à trancher. Ce qui est sûr, c'est que, et on en reparlera après, quand progressivement, au cours des années 30, de nombreux intellectuels, un peu plus jeunes que la première génération des intégralistes et donc un peu plus jeunes que Saldigne, soulignent l'importance de l'héritage idéologique de Saldigne dans la dictature qui va prendre le pouvoir à partir de 1926, et notamment dans la dictature que Salazar va parvenir à installer et à incarner à partir de 1928-1932. Progressivement, tout le monde tombe d'accord pour dire, malgré tout, qu'effectivement, Saldigne avait eu une influence remarquable. Après, au niveau des années qui ont suivi sa mort, effectivement, dans les cercles intégralistes, on débat surtout de la question
est-ce qu'il était encore monarchiste ou est-ce qu'il était finalement déjà en train d'évoluer vers une adhésion au fascisme, aux dictatures, disons, des années 20 bon. Ça, c'est une question qu'on ne peut pas trancher puisqu'il n'a pas vécu, mais effectivement, dans les dernières années de sa vie, il est assez clair là-dessus, et notamment à partir du moment où il se retrouve en exil à cause d'une tentative de restauration monarchiste. Il comprend que la cause monarchiste au Portugal est totalement fragmentée entre des traditionalistes, des constitutionnalistes, des légitimistes, etc. Et il comprend surtout qu'il est trop tard au Portugal pour sauver la monarchie. Et au fond, la monarchie, la question monarchique, bon, ça fait crier les intégralistes qui sont encore vivants au Portugal, parce qu'il y en a encore. Mais la monarchie l'intéresse assez peu. La question du régime l'intéresse assez peu. On se rend compte que pour lui, le plus important, c'est qu'on change de régime et qu'on passe à un régime stable, à un régime traditionnaliste, effectivement, et finalement à un régime qui respecte les valeurs qu'il a définies dès le début de son engagement dans l'intégralisme lusitanien, qui sont l'importance du catholicisme, le traditionnalisme politique, enfin l'inspiration de la monarchie modérée, etc., et d'une certaine manière aussi des relations stables et équilibrées avec l'Espagne et parallèles. Et en cela, Rolón Preto fait partie de ceux qui ont affirmé que Sardaigne aurait certainement évolué vers le fascisme, aurait certainement adhéré au régime. Alors ça, c'est difficile de le dire. Je ne pense pas, parce que la question de l'étatisme dans le fascisme est quelque chose d'assez fort. Et malgré tout, Sardaigne est un homme du 19e siècle, de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, où au Portugal, je l'ai dit, la Première République a été parfois un régime de censure et parfois de répression. On l'a vu, il s'est retrouvé en exil pour des questions politiques. Mais la fin de la monarchie constitutionnelle dans les années 80-90 et le début des années 1910 pour la Première République sont deux régimes finalement d'une certaine liberté d'expression, liberté de la presse, et il appartient à cette génération. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il serait très mal adapté dans un régime fasciste de type mussolinien, voire ensuite pendant l'État nouveau. Et d'ailleurs, la plupart des intégralistes de la première génération ont été persécutés par l'État nouveau quand la dictature s'est réellement installée à partir de 1932. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'en même temps, à la fin de sa vie, pour le coup, par rapport à tout le débat sur le maurassisme, il ne peut plus être vraiment plus considéré comme maurassien. Parce que, pour le coup, je sais qu'on peut vouloir expliquer que dans le maurassisme, on pourrait faire du maurassisme sans monarchisme, mais là, si vous voulez, c'est quand même retirer de la pensée de Maurras et des gens d'Action française quelque chose d'absolument fondamental. Ce sont d'abord des monarchistes. Exactement. Bon, voilà, Alors, je ne dis pas qu'il était plus monarchiste. Non, tout à fait. Non, mais la question du primat de la monarchie comme régime pour rétablir l'ordre dans un pays, c'est vraiment, j'allais dire, l'alpha et l'oméga du discours d'Action française, ce qui coupe d'ailleurs. Et d'ailleurs, excusez-moi, oui, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, dans les grandes différences avec le maurassisme et l'Action française, mais surtout le maurassisme, du côté de Sardaigne, il y a par exemple l'anti-germanisme qui n'est pas du tout présent. Ça n'existe pas. Et même pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu une forme de pro-germanisme de la part de Sardaigne qui espérait que, éventuellement, la victoire de l'Allemagne permette de faire chuter les démocraties. Et il y a aussi la question de l'anticommunisme. Et c'est en cela aussi que Sardaigne ne s'inscrit pas vraiment dans une tendance pré-fasciste, parce que, il n'est pas défenseur du communisme à partir de la Révolution russe, mais dans ses écrits, il n'y a pas d'opposition radicale au communisme. Même, il y a plusieurs articles où il écrit que Lénine analyse assez bien le problème des démocraties occidentales et de la démocratie parlementaire. Effectivement, la question du rapport à l'Allemagne est fondamentale, et c'est d'ailleurs pendant la Première Guerre mondiale ce qui pose problème à l'Action française. C'est le fait que les conservateurs espagnols sont plutôt germanophiles. Bon, vous parliez du Portugal, et ce qui explique que le président de la République de l'époque en France, Raymond Poincaré, demande à Maurras, écrit à Maurras pour savoir ce qu'il pourrait éventuellement faire pour justement essayer, notamment vis-à-vis des gens d'ABC en Espagne, de faire en sorte de changer ce sentiment
plutôt germanophile pour des gens qui considèrent qu'effectivement la République française est quelque chose comme une forme d'abomination. Alors, je voudrais peut-être qu'on termine justement sur la question de Salazar. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de Sardinia, je démarre un instant sur la question française et on va revenir tout de suite au Portugal, c'est qu'en fait, finalement, Sardinia, quand on regarde, ce serait d'ailleurs un travail intéressant à faire, hein, véritablement, de façon pointue, mais les réceptions de Sardinia en France, ce qui est quand même frappant de constater, c'est que celui qui va véritablement parler de Sardinia, à la fois en l'associant à Salazar et en même temps en faisant un auteur très important de la pensée nationaliste, c'est quelqu'un qui a vécu au Portugal pendant un certain nombre de décennies, qui est Jacques Poncardasac, ancien de Vichy, installé au Portugal, et qui a véritablement découvert Sardinia sur place. Lui qui venait de l'Action française ne connaissait pas forcément Sardinia avant, mais le découvre sur place. Et quand il publie dans les années 60 ses célèbres doctrines du nationalisme, dans les doctrines du nationalisme, il y a 2 cas portugais, hein, très, très précis, très mis en avant, qui sont évidemment Salazar d'un côté, dont il est un admirateur incontestable, mais aussi la figure d'Antonio Sardinia, qui à partir de là est découvert, à mon avis, plus que redécouvert, mais là, il y aurait vraiment un travail un peu précis à faire, par des générations de militants nationalistes, français, mais aussi italiens, hein, qui redécouvrent aussi Sardinia à ce moment-là, puisque le livre est traduit en italien. Alors, malgré tout, effectivement, la figure essentielle et le débat essentiel, c'est la figure de Salazar. Alors, j'ai commencé à y répondre un peu, hein, avec effectivement les différences entre les uns et les autres, la façon dont ces intégralistes ont été malmenés par le régime, même si Caetano, par la suite, qui lui venait plutôt de l'intégralisme, se retrouve finalement à clore l'épisode de l'État nouveau, cette très longue séquence de l'État nouveau. Et justement, qu'est-ce qu'on peut en quelques minutes, pour laisser la parole à la salle rapidement, dire de ce lien ou de cette absence de lien, sachant que c'est un peu un lieu commun d'ailleurs, hein, d'assimiler, parfois sur un mode d'ailleurs un peu polémique, hein, la filiation entre l'intégralisme et Salazar, en oubliant quand même que Salazar, c'était quand même, la biographie d'Yves Léonard l'a encore marqué récemment, hein, tout l'itinéraire de Salazar ne passe pas par la case intégraliste, y compris quand il est à Coimbra. Exactement. Effectivement, il y a ce qui est étrange d'ailleurs, parce que ce sont 2 personnalités qui ont exactement le même âge, à 1 an ou 2 près, qui font leurs études au même moment à Coimbra et qui ne vont apparemment pas se croiser, pas se rencontrer. Et de ce point de vue-là, effectivement, on peut chercher autant qu'on veut sur les relations personnelles entre les deux, il n'y a strictement rien. Et globalement, il n'y a strictement rien sur les relations entre l'intégralisme lusitanien, les principales figures de l'intégralisme lusitanien de la première génération, avec Salazar. Mais si on va sur le champ des idées, ce qui est plus intéressant ici, on constate malgré tout qu'il y a énormément de similitudes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en comparant certains discours de Salazar dans sa prise de pouvoir entre les années 1922, 1928 jusqu'à 1932. On constate que malgré tout, il y a tout un lexique, tout un langage qui croise celui de Sardinia, mais avec des mots-clés comme Estado Novo, comme essentiellement Estado Novo, mais toute révolution, contre-révolution, et qui appartiennent au lexique de Sardinia et qui en portugais n'ont été employés, à ma connaissance, que par Sardinia, notamment l'expression Estado Novo qui apparaît pour la première fois dans les écrits de Sardinia à partir des années 20 et qui évidemment va être reprise après plus tard et qui va donner qui va être le nom officieux du régime de la dictature portugaise qui va s'appeler Estado Novo. Mais donc il y a cette similitude, mais effectivement on ne peut rien affirmer et dire que Salazar était un lecteur assidu de Sardinia, etc. Et puis effectivement, il a toute sa trajectoire dans le militantisme catholique, conservateur, traditionnalisme dans les années 20 à Coimbra. Et par ailleurs, la seule déclaration qu'on connaît de Salazar au sujet de Sardinia, c'est que parmi les intégralistes lusitaniens, il a été le plus politique de tous, mais que malgré tout, ça n'a pas été un homme d'action. Et je conclus en disant ça, que peut-être que lui n'a pas été un homme d'action,
mais que certains jeunes hommes qui ont vécu après la mort de Sardaigne et qui étaient une dizaine d'années plus jeunes, comme Marcelo Caetano, comme Pedro Teutónio Pereira, eux ont été des hommes d'action. Et eux ont été des hommes politiques de première importance pendant la dictature, et ce, dès les années 30, et voire jusqu'à la fin du régime, puisque Marcelo Caetano a été le successeur de Salazar en 1968 jusqu'en 1974, moment où le régime va disparaître pour donner naissance à la Troisième République, sous laquelle on vit encore aujourd'hui au Portugal. Et ces personnalités, comme Marcelo Caetano et Teutónio Pereira, d'une certaine manière, ils vont incarner la réussite du projet politique de Sardaigne, puisque au final, ce que va obtenir le salazarisme et l'État nouveau, c'est effectivement l'implantation durable au Portugal d'un régime antidémocratique, antiparlementaire. C'était un des souhaits les plus chers de Sardaigne à la fin de sa vie. L'État nouveau est assez étatique, et effectivement, la question de la censure, là, c'est une autre question. Peut-être que sur ce point, il n'aurait pas été très d'accord. Mais du point de vue de l'anti-parlementarisme, c'est une première case qui est cochée, entre guillemets. Et du point de vue des relations entre l'Espagne et le Portugal, finalement, ce que fait Salazar au moment de la guerre civile espagnole, de soutenir le mouvement contre-révolutionnaire d'une certaine manière espagnol et de permettre l'installation d'un régime similaire au Portugal, en Espagne, un régime similaire à celui de la dictature de l'État nouveau, eh bien, c'est aussi en accord avec, disons, un des grands principes politiques de Sardaigne qu'il a défini à travers de l'hispanisme. Et ce qui est singulier, ce qui est très intéressant, c'est que deux des principaux, disciples de Sardaigne sont Marcelo Caetano et Pedro Teutónio Pereira. Pedro Teutónio Pereira, il a joué un rôle extrêmement important pendant la guerre civile espagnole. Il a été émissaire portugais auprès des troupes franquistes pendant la guerre civile. Et ensuite, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été une espèce d'ambassadeur officieux qui surveillait un peu les intentions du régime espagnol et de Franco par rapport à l'entrée en guerre, et qui a tout fait et qui a beaucoup travaillé, qui apparemment a eu une certaine influence pour que le régime espagnol, pour que Franco n'entre pas en guerre aux côtés de l'Allemagne. Et il est à l'origine de la signature du fameux pacte ibérique de 1939 et de 1941. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que tous les intégralistes de la première génération qui avaient critiqué Sardaigne pour sa réflexion sur l'hispanisme vont revenir en affirmant, enfin certains d'entre eux, ceux qui étaient encore vivants, en affirmant que finalement, effectivement, l'hispanisme de Sardaigne trouvait une certaine logique et consécration au moment de la guerre civile et aussi de la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, pour revenir sur Marcelo Caetano, il a été un défenseur de l'antiparlement. C'est un des plus radicaux, même d'un point de vue idéologique, peut-être plus radical que Salazar encore, défenseur de l'antiparlementarisme. Il a fait partie de la construction des corporations pendant la dictature. Et surtout, il a été ensuite choisi, pas par Salazar, mais il a été choisi pour plusieurs responsabilités ministérielles et ensuite pour devenir son successeur en 1968. Et pendant toutes ces années, on retrouve des déclarations où il rappelle son investissement de jeunesse, enfin son militantisme de jeunesse au sein de l'intégralisme lusitanien. Il reste en contact avec la veuve de Sardaigne et régulièrement, il souligne l'importance pour lui de Sardaigne dans sa formation intellectuelle et notamment du livre Aliança Peninsular, publié en 1924. Quelques mois avant la Révolution, à l'occasion d'une réédition du livre, il écrit à la veuve et il rappelle l'importance qu'a eu pour lui le livre et la figure politique de Sardaigne. Voilà.
Écoutez, merci Georges. Je crois qu'on va pouvoir s'en arrêter là. Et oui, quand je dis s'en arrêter là, arrêter notre échange et vous donner évidemment la parole en conseillant évidemment la lecture de ce livre important et en saluant et en remerciant, d'ailleurs on ne l'a pas encore fait, celui qui a permis l'édition de ce livre dans sa collection, mon collègue et aussi ami bien sûr, Michel Grunewald, qui vous a accueilli dans cette collection, donc chez Peter Lang. Alors, et au niveau des remerciements, j'ai oublié de remercier tout à l'heure l'Institut Camões, la chaire Mário Soares de l'Institut Camões, donc qui a soutenu financièrement une partie de la publication de cet ouvrage, donc je les remercie. Et je remercie aussi, ça fait un peu fin de concert, mais j'ai oublié tout à l'heure de le dire, je remercie parce qu'elle ne peut pas être là aujourd'hui, mais peut-être qu'elle verra la diffusion sur YouTube, une amie très chère, Sarah Jams, qui m'a énormément aidé pendant les 2 années qui ont précédé ma soutenance dans la relecture, dans la constitution d'un indice onomastique et plus tard dans la relecture et également dans la reconstitution de l'indice onomastique du livre. Donc, Sarah, si tu nous vois, comme dirait l'autre. Alors, pour les questions, Voilà. allez-y. Est-ce que vous avez des questions? Oui, alors Oui. attendez, je vais vous passer le micro aussi. Merci pour l'exposé. Moi, j'avais eu l'occasion du coup de lire l'introduction de ton livre et du coup, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est vraiment le parcours très sinueux qu'il a en fait dans l'intégralisme lusitanien. Et je me posais la question, finalement, avec tous ces revirements de position et tout, est-ce que je sais pas, la question c'était, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde dans ce mouvement intellectuel? Et quand je vois un peu tout ce qu'il a, tous ces changements de position, est-ce qu'il s'est pas retrouvé un peu tout seul à la fin? À la fin, pas vraiment. Il n'a pas eu le temps de se retrouver tout seul parce qu'il disparaît de manière un peu brutale. Mais effectivement, il a connu de multiples revirements, même religieux, parce que pendant son adolescence et début de l'âge adulte, il est plutôt athée. Et après, il redevient catholique. Et au moment de sa rupture avec le républicanisme et son adhésion au monarchisme, effectivement, il va y avoir une très forte opposition à sa personne et il va être détesté dans les milieux républicains. Et d'ailleurs, il va devoir aussi, même dans les milieux monarchistes, il va devoir toute sa vie justifier ce passage de la République à la monarchie traditionnelle. Et effectivement, à partir du moment où il commence à construire sa réflexion sur les relations luso-espagnoles, ces relations avec les premiers membres de l'intégralisme vont devenir plus tendues. Et on le voit dans sa correspondance. Les lettres sont plus sèches, il y a des mises en garde, il y a un de ses camarade de la première heure, Alberto Monsalve, qui lui rappelle qu'il prend un chemin très sinueux et très dangereux et qui lui dit « Rappelle-toi qu'une des principales sources du nationalisme portugais, c'est la haine qu'on voue à l'Espagne. » Donc, tu vois que c'est assez clair. Et au moment de la publication de son dernier livre, pareil, il y a des mises en garde, etc. C'est plus après, au fil des années et après sa mort, qu'il y a malgré tout un certain consensus autour de son héritage, même s'il va y avoir des figures de droite liées au régime qui vont continuer à le critiquer fortement. Je me permets de compléter la question que je trouve passionnante parce qu'elle pose, à mon avis, le problème dans le cas de Sardinia, et évidemment le parallèle avec Maurras est intéressant et on en voit tout de suite les limites, mais de savoir dans quelle mesure il est ou non un chef d'école, sachant qu'effectivement il meurt à 37 ans. Et que il a eu tout ce parcours sinueux, mais c'est à mon avis une question qui se pose. Oui. Est-ce qu'il est finalement un chef d'école ou pas du point de vue politique? Ça, justement, je pense pas parce que, et tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que c'était un mouvement qui comptait? C'est un mouvement qui a eu quand même beaucoup de difficultés matérielles, où il y a eu des moments où effectivement il y avait très peu de sympathisants. La période où lui a été exilé, eh bien, le mouvement disparaît quasiment et il est relancé quand lui revient au Portugal. Mais et après, il y a la question de la censure. Régulièrement, le journal, la revue était censuré. Et puis, ce qu'on constate, et c'est là que effectivement ça
peut-être pas été on peut pas affirmer que ça a été un chef d'école, c'est que après sa mort, le mouvement de l'intégralisme lusitanien va disparaître assez vite. Mais il va renaître d'une certaine manière dans un autre mouvement qui va se réunir autour d'une revue qui va s'appeler A Ordem, l'ordre, où on retrouve justement Marcelo Caetano ou Teotônio Pereira, Manuel Murias, qui vont faire partie du régime et qui vont être des hommes politiques importants du régime. Donc peut-être pas un chef d'école, mais au final, l'influence est peut-être un peu plus profonde puisque ce sont des hommes qui vont, un peu plus jeunes que lui, qui vont s'engager dans la vie politique tout de suite après sa mort, dans le nouveau régime qui va apparaître sous la forme d'une dictature militaire d'abord et ensuite d'une république de façade avec une constitution faussement démocratique. Okay. Merci beaucoup. Oui, je vous remercie pour ce débat. C'était vraiment passionnant. Moi, je ne connais pas du tout, je ne suis pas du tout spécialiste de cette période, mais en vous écoutant, j'ai quelques questions, surtout pour avoir croisé certaines figures de l'après-guerre, de l'après-première guerre mondiale. D'abord, puisque tu rappelais, Georges, qu'il y avait cette espèce d'aigreur ou de difficulté du républicanisme portugais avec ces volte-face continuelles des pouvoirs. Et tu as dit un mot qui est très important, c'était le taux d'analphabétisme et d'illettrisme extrêmement fort au Portugal, donc un énorme problème d'éducation et d'éducation intermédiaire d'ailleurs, primaire et intermédiaire. C'était l'un des agendas de révolution, justement porté, de révolution culturelle portée par certaines figures républicaines, des João Ramos et João de Barros, qui d'ailleurs fait une alliance atlantique. Donc eux, ils prônent le côté luso-brésilien. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un programme? Est-ce que ce sont des idées uniquement, mais par exemple, parce qu'en termes d'action, justement, par exemple, d'éducation, est-ce qu'il y a un programme? Est-ce qu'il y a quelque chose d'envisagé pour refondre un peu les choses? C'est les cadres, justement. Du point de vue de l'intégralisme? Oui. Alors, il n'y a pas vraiment un programme qui est défini, il y a de programme politique parce que souvent ils ont affirmé, et ça le dit en tête, que dans un premier temps ils n'avaient pas vocation à être un parti politique, mais vraiment un mouvement intellectuel d'idées, si tu veux, de contestation, de révision de l'histoire, etc. Donc il n'y a pas vraiment de programme politique et pas de programme précis qui toucherait à l'éducation, mais une des orientations qu'on peut comprendre, c'est de mettre fin, par rapport à la Première République, à la laïcisation qui est menée, à la séparation de l'Église et de l'État, et notamment à la fin de l'enseignement religieux qui est pratiqué, qui est imposé de manière assez radicale et brutale par la Première République. Et c'est une des raisons pour lesquelles le projet d'éducation de la Première République va échouer, c'est que leur manière d'imposer la séparation de l'Église et de l'État, également au niveau de l'enseignement, va être profondément contesté par la population. Mais l'effondrement, le Portugal n'a pas toujours été un pays d'analphabètes. C'est ça qui est intéressant quand on lit les économistes, les historiens et les économistes du Moyen-Âge, de l'ère moderne. On constate que les niveaux d'analphabétisme au Moyen-Âge étaient comparables à ceux du reste de l'Europe. Au début de l'ère moderne, etc. C'est effectivement à partir c'est une figure actuellement qui est intronisée dans le Panthéon national, etc. Mais c'est à partir du marquis de Pombal et de l'expulsion des jésuites qui est menée de manière trop rapide. Et effectivement, les jésuites détenaient une grande partie de l'instruction primaire au Portugal, la fermeture de l'université d'Évora. Et finalement, on va mettre énormément de temps à rattraper ce retard parce qu'effectivement, à partir de ce moment-là, le Portugal est en décrochage au niveau des taux d'alphabétisation. D'ailleurs, il est en décrochage à tous les niveaux à partir de ce moment-là, clairement, plus particulièrement. Et finalement, c'est un peu ironique,
mais l'effort d'alphabétisation, il va avoir lieu plutôt à partir des années 50 sur la fin d'alphabétisation au niveau primaire, de l'instruction primaire, au partir des années 50. Et un des héritages du salazarisme, qu'on le veuille ou pas, c'est que entre les années 50 et les années 70, l'analphabétisme des jeunes enfants, voire des adolescents, a quasiment disparu au Portugal. Pas par magie, mais tout simplement parce que en réintroduisant les codes religieux, l'autorisation pour les prêtres d'être enseignants, la présence de crucifix dans les salles de cours, en étant très pragmatique, eh bien, les parents au Portugal acceptent à nouveau de confier leurs enfants à l'école, notamment les très jeunes enfants. Et d'ailleurs, en réduisant une des mesures de l'État nouveau à partir des années 50, c'est de réduire l'instruction scolaire à 3 ans et ensuite de leur 3 ans obligatoire et de la remonter à 4 ans, mais en mettant des moyens qui permettent effectivement l'ouverture d'écoles, voire l'ouverture de petits centres d'instruction, avec pas forcément des enseignants professionnels, mais parfois des gens qui ont simplement l'instruction primaire. Mais à ce niveau-là, ça a des effets assez rapides, mais pas au niveau de l'enseignement secondaire d'ailleurs, puisque l'enseignement secondaire était... Bon, là, je m'écarte complètement du sujet, mais... Non. Puis l'autre question, c'était vraiment d'être plus de précision. Enfin, moi, j'aimerais un petit peu en savoir plus sur des réceptions un petit peu réciproques. Qu'est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qui est traduit, par exemple, au Portugal, alors, de Maurras, de tout ça. Est-ce qu'il y a véritablement... Malgré les traductions de Maurras, il n'y en a pas énormément au Portugal au moment où vit Sardinha, mais par contre, ils reçoivent l'Action française, ils lisent, etc., avec des décalages parfois d'1 mois, 2 semaines, etc., parce que bon, il y a des problèmes de circulation, des problèmes de courrier, etc., mais ils lisent et ils reçoivent essentiellement en français l'Action française, mais aussi ils lisent le français. C'est une génération. Non, mais c'est ce qui rend le débat sur les traductions à la fois passionnant et aussi problématique. Par exemple, en Espagne, l'enquête sur la monarchie, par exemple, elle va être traduite. Il y a un tournant très intéressant qui est la proclamation de la République de 31, la naissance du journal Acción Española qui se met en place et qui va, pour le coup, à destination d'un lectorat plus large, se mettre à traduire, effectivement, Maurras, Mainville, etc., mais qui ne l'était pas avant, puisque de toute façon, ceux qui le lisaient maîtrisaient le français. Hein. Le processus de traduction est postérieur, est postérieur largement à l'après Première Guerre mondiale. Hein, c'est plutôt l'entre-deux-guerres où on voit alors là des traductions du côté. Alors, là, enfin, je peux répondre pour Salazar. Là, bon, c'est tout le livre qu'on a fait avec Anna-Isabelle. Côté français, Salazar est lu, commenté. C'est une des, des stars des années 30 hein, dans la littérature. Ouais, assez peu dans le cas de Sardinha et de l'intégralisme lusitanien. Déjà parce que, pour le coup, c'est pas traduit vers le français et les Français ne lisaient pas le portugais, ne lisent toujours pas le portugais à ce moment-là. Et d'ailleurs, il y a assez peu de références dans le journal de l'Action française à l'intégralisme lusitanien. Et les quelques références que j'ai trouvées au fil des années, finalement, participent un peu comme ils ont fait avec le fascisme italien, mais participent à associer l'intégralisme lusitanien à l'Action française et à dire que c'est le prolongement de l'Action française au Portugal. Ce qui peut... Phileas Lemel, rien, il n'en parle pas, parce que c'est le grand passeur de tous ces mouvements un petit peu poétiques, qui traduit des choses. Mais bon, je n'ai pas le souvenir. Non, j'ai pas vu. Alors, celui que les Français connaissent, parce que c'est Georges Valois qui le fait venir et qui parle à Paris, d'ailleurs, une grande réunion, c'est Quito Rebello. Ah oui. Il est là, alors il y a une grande réunion au moment où Georges Valois est en train de se séparer de l'Action française, une grande réunion du faisceau. Alors il y a Marinetti, c'est tout un monde, hein, les Belges qui sont là aussi, voilà. Mais bon, c'est quand même, à mon avis, une histoire sans grand lendemain. Je pense rien à voir avec ce que va être pour le coup.
la réception de Salazar. Ça, c'est absolument fascinant. Ça, on l'a vraiment vu très en détail avec Anna-Isabelle. Et bon, moi, j'avais été très frappé, c'est pour ça qu'on avait travaillé là-dessus ensemble, j'avais été très frappé, en voyant la presse française, évidemment, du poids de Salazar. On parle constamment du fascisme français, etc. Oui, mais la référence pour des gens d'Action française, Franco, bien sûr, avec la guerre d'Espagne, mais Salazar, du début à la fin. Et Caetano compris à la fin. Et après, évidemment, c'est un peu différent après 74, parce que Caetano est très mal considéré, mais c'est quand même un élément absolument essentiel, et avec pour le coup des grands éditeurs, des préfaciers prestigieux comme Paul Valéry, etc. C'est quand même tout à fait essentiel. Hein. Et pour le coup, il n'y a pas qu'en France. Hein. Je veux dire, la Belgique, la Suisse, Gonzague de Reynold, Marcel de Cort. Il y a toute une géographie à faire sur ces réceptions de Salazar. Mais Salazar cristallise parce qu'il a la réputation aussi d'être un intellectuel. Ça, pour les gens d'Action française, c'est fondamental. Mais il y a donc des traductions vers l'espagnol de Saldi, etc. Oui. Ça arrive assez tôt. Ça, en Espagne, oui, ça c'est bien montré. Et d'ailleurs, quand l'Action espagnole est fondée en 1931, il y a des références à Saldi, etc. Absolument. Il a des amis comme le marquis de Quintanal qui revendique sa filiation. Il y a ce mouvement-là. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Non. Alors, je pose juste une dernière, mais avant tout, un grand merci. C'était vraiment passionnant. Par rapport à la recherche au Portugal, est-ce qu'on s'intéresse encore à la figure d'António Sardinha en ce moment, à part vos travaux ? Alors, j'en ai pas parlé, mais bon, au moment où j'ai commencé à travailler sur ce sujet vers 2011, on était plutôt dans une phase où il n'y avait pas encore énormément de choses publiées, mais il y avait déjà plusieurs travaux assez fondateurs qui étaient apparus dans les années 80. Il y a eu les travaux d'Anna-Isabel Sardinha dans les années 90, un livre en 2007. Mais sur la dimension luso-espagnole, bon, c'est des choses que j'ai affirmées et qui m'ont valu aussi. Il y a plein de choses qui sont en fait, il n'y en avait pas. Mais et c'est un sujet qui avait été assez peu travaillé. Et moi, j'ai suivi cette intuition selon laquelle, effectivement, non seulement Sardinha avait participé à tout le magma idéologique qui avait inspiré l'État nouveau, et en plus que cette partie sur les relations luso-espagnoles était très particulière et avait eu une influence beaucoup plus importante sur son œuvre, mais aussi une postérité beaucoup plus importante que ce qui avait été écrit depuis. Mais en ce moment, donc, il y a depuis une dizaine d'années un certain nombre de travaux qui sont produits régulièrement sur Sardinha au Portugal, au Brésil aussi, en Espagne, et récemment, d'ailleurs, une série d'auteurs, là j'oublie son nom, un historien qui avait publié un livre sur l'intégralisme lusitanien il y a une quinzaine d'années, vient d'organiser la publication de toute l'œuvre poétique de Sardinha en un seul volume. Toute l'œuvre poétique réunie en un seul volume, et apparemment il y a un projet en cours de réunir toute son œuvre politique en un seul volume. Mais là, je leur souhaite bon courage parce qu'il a publié dans tellement de sources différentes, dans tellement de journaux, de revues différentes, que de tout retrouver et de tout répertorier. Il y a plusieurs anthologies qui existent déjà, mais justement, elles sont assez désorganisées. Bon, elles datent des années 20, 30, mais c'est un travail monumental. Mais le projet, apparemment, est en cours et existe. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais si vous avez fait attention aux dates de naissance, l'année prochaine, ce sera le centenaire de sa mort. Et bon, il y a peut-être des initiatives qui vont être organisées de la part de l'Université catholique de Lisbonne. Ce serait bien, puisque c'est l'Université catholique de Lisbonne qui détient une grande partie de sa correspondance, et notamment de sa correspondance intellectuelle politique. Donc, je pense que pour l'instant, ils n'ont rien prévu, mais s'ils... C'est un appel. C'est un appel. Bon, écoutez, je vous remercie à tous. Un grand merci Georges Combes, Olivier Dard. Et oui, on peut les applaudir. Ouais.